Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Accrochez vos ceintures, cet épisode va envoyer du lourd. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui n'existe pas, mais qui est néanmoins l'une des principales causes de malheur et d'atrocité à travers le monde. Bon y a pas tellement de suspense, vous avez lu le titre de la vidéo, on va parler du bien et du mal. Nous sommes responsables de nos actions conscientes, il nous faut donc les décider soigneusement. À ce titre, le bien et le mal servent de repère à beaucoup de personnes qui estiment que certaines actions iraient plutôt dans le sens du bien, auquel cas il faudrait les faire, tandis que d'autres iraient plutôt dans le sens du mal, auquel cas il faudrait y renoncer. Alors évidemment, dit comme ça, c'est bien joli, mais ça nous avance pas à grand chose. Bah oui, parce que la question qui se pose alors, c'est comment savoir si une action va plutôt dans le sens du bien ou plutôt dans le sens du mal. Au lieu de se demander quelles actions faire ou ne pas faire, on se demande maintenant quelles actions sont bonnes ou mauvaises. On pourrait donc se dire qu'on a fait que déplacer le problème. Mais en réalité, c'est bien pire que ça. S'il existait quelque part dans la nature un truc appelé bien et un truc appelé mal qu'on pourrait tous observer et décrire objectivement, alors là oui, on pourrait s'en servir de repère. Sauf qu'évidemment, c'est pas le cas. En réalité, le bien et le mal sont des notions imaginaires, et le seul endroit où elles existent, c'est là-dedans. Elles sont le fruit de notre jugement, par lequel nous décidons de ce qui est bon ou mauvais, et ce jugement ne reposant sur rien d'observable, il est purement subjectif. Le bien et le mal ne dépendent que de nous en tant qu'observateurs. Ainsi, une même action peut être jugée bonne par une personne et mauvaise par une autre. Good as a point of view, Anakin. C'est donc à peu près aussi sensé de se servir du bien et du mal comme repère que de se servir d'un imprimé de boussole pour trouver le nord et le sud. C'est-à-dire que selon comment je tourne l'imprimé, ça peut m'indiquer tout et n'importe quoi, enfin bref, vous avez compris quoi. De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Le problème du bien et du mal, c'est que ces notions nous font commettre une faute de raisonnement, qu'on appelle une tautologie. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut faire une action parce que c'est bien, c'est comme si je disais qu'il faut faire une action parce qu'il faut la faire. Et de même, quand je dis qu'il faut pas faire une action parce que c'est mal, c'est comme si je disais qu'il faut pas faire une action parce qu'il faut pas la faire. Dans les deux cas, ça ne répond absolument pas à la question « pourquoi ?». Bien que fausses, le bien et le mal constituent des justifications pratiques et faciles à comprendre, qui peuvent convenir temporairement à de jeunes enfants. Manger des légumes, c'est bien. Frapper des camarades de classe, c'est mal. Et là, je peux comprendre qu'on y ait recours, parce qu'un jeune enfant n'a ni l'esprit critique, ni la connaissance nécessaire pour déterminer ce qui est dans son intérêt ou pas. Mais c'est comme les petites roulettes de vélo, ça doit avoir vocation à disparaître une fois qu'on s'est trouvé son équilibre. En grandissant, un enfant doit comprendre pourquoi, rationnellement, il faut avoir une alimentation équilibrée, et pourquoi, rationnellement, il faut respecter les autres. Notamment parce qu'on est souvent confronté à des situations complexes qui exigent de nous un jugement au cas par cas. Même que parfois il faut manger autre chose que des légumes, ou encore se défendre quand on est attaqué. Je tends l'autre joue, bien sûr. Et j'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Beaucoup d'adultes continuent d'avoir recours aux notions de bien et de mal, et ce pour au moins deux raisons. D'abord, c'est une solution de facilité. Coller une étiquette bon ou mauvais sur nos actions plutôt que de les justifier rigoureusement, ça demande de moins réfléchir. Mais surtout, ça permet d'avoir toujours raison, puisque le bien et le mal sont des justifications autosuffisantes qui ne reposent sur rien d'objectif. Alors rien ne nous empêche de juger que tout ce que nous faisons est bien et de nous en satisfaire. Or, c'est précisément ce qui arrive, puisque nous avons justement tendance, du fait de notre biais de confirmation, à juger bon ce qu'on connaît et dont on a l'habitude, et mauvais ce qu'on ne connaît pas et dont on a peur. Et c'est pour ça que le manichéisme, qui consiste à tout rapporter aux notions de bien et de mal, est à la fois un symptôme de paresse intellectuelle et aussi de complaisance. Il nous pousse à l'erreur dans des situations qui nécessitent notre discernement, et il nous conforte dans cette erreur, ce qui nous empêche de la reconnaître, d'apprendre d'elle et de progresser. Lorsqu'on considère qu'une action est en elle-même bonne ou mauvaise, et que par conséquent il faut ou ne faut pas y recourir, on établit ce qu'on appelle un principe moral. Ne pas tuer parce que tuer c'est mal, par exemple, c'est un principe moral. Et donc, dans le prolongement naturel du manichéisme, le fait de décider nos actions en fonction de nos principes moraux s'appelle le principalisme, ou encore le déontologisme. Or, cette approche pose un problème énorme. Les principes moraux étant des règles dont l'application est crue bonne en toutes circonstances, alors aussitôt qu'on les a établies, on arrête de les remettre en question. On considère alors nos actions justifiées tant qu'elles adhèrent aveuglément à ces principes, sans plus réfléchir ni à leur contexte, ni à leurs conséquences. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que comme on va le voir, nos principes moraux sont en eux-mêmes très discutables, et les actions qui en résultent peuvent avoir des conséquences dramatiques. D'abord, nos différents principes moraux ont très vite fait de se contredire. Imaginons que vous ayez pour principe de ne jamais tuer un humain, et que vous ayez aussi pour principe de ne jamais permettre, par votre inaction, qu'un humain soit tué.
Si vous vous trouvez dans une situation où votre seul choix est de tuer quelqu'un ou de le laisser tuer quelqu'un d'autre, alors la seule application de vos principes moraux débouchera sur un paradoxe. Si vous le tuez, vous enfreignez votre premier principe, si vous le laissez vivre, l'autre meurt, vous enfreignez votre deuxième principe. Vos principes moraux seront alors impuissants à guider votre décision. On pourrait imaginer que si les principes moraux ne suffisent pas dans l'exemple précédent, c'est parce que ceux que j'ai énoncés n'étaient pas assez précis. Par exemple, le premier principe pourrait devenir « ne jamais tuer un humain sauf s'il menace la vie d'un autre humain », auquel cas vous pouvez tuer sans l'enfreindre. Mais si je vous dis maintenant que l'humain qu'il s'apprête à tuer est lui-même sur le point de tuer un autre humain, là encore vous tombez en contradiction avec le deuxième principe, qui dicte de ne pas permettre que cet autre humain soit tué, et donc de ne pas tuer celui qui l'empêcherait. Vous pourriez chercher à affiner votre principe encore et encore, mais je pourrais toujours complexifier la situation à l'infini. Et c'est bien là où je veux en venir, vous ne pourrez jamais établir des principes moraux suffisamment complets pour prévoir l'infinité des cas de figure possibles auxquels la vie peut nous confronter. Puisqu'ils ne sont fondés sur rien d'objectif, alors rien ne garantit que nos principes moraux sont valables. Autrement, on se mettrait tous d'accord sur les mêmes et on n'en parlerait plus. Ainsi, par exemple, certains ont pour règle de préserver équitablement la vie de toute espèce vivante, quand d'autres jugent la vie humaine prioritaire. Objectivement, il n'y a aucun moyen d'affirmer qu'un principe est meilleur que l'autre. Pourtant, les individus ont vite fait de se convaincre que leur principe à eux est le meilleur, et recourent souvent à la violence pour l'imposer aux autres. Tu veux dire un pain au chocolat? Eh ben nous, on dit chocolatine! Ce n'est pas le cas des gens civilisés, Anakin. Bon là je plaisante, mais en réalité l'être humain est capable de persécuter, torturer et tuer pour des oppositions de principes moraux, et à bien y réfléchir, c'est pas drôle du tout. D'ailleurs, puisque leur validité est subjective, alors rien ne nous empêche non plus d'adopter uniquement les principes qui nous arrangent, au moment où ça nous arrange. On peut donc très bien avoir un comportement parfaitement égoïste, voire malveillant, et le justifier au moyen de principes moraux. Le mal est nécessaire, par conséquent, si le mal est nécessaire, le mal, c'est forcément le bien. Les principes moraux peuvent s'avérer à eux seuls encore plus néfastes que les actions qu'ils nous dictent de faire sans réfléchir. Notamment lorsqu'ils qualifient jusqu'à nos pensées de bonnes ou mauvaises, comme dans plusieurs religions où il est admis qu'on puisse pécher en pensée. Ce qui est absurde, parce que nous ne contrôlons que partiellement nos pensées. Nos envies, nos idées, nos rêves nous viennent spontanément. Et contrairement à nos actions conscientes, nous n'en sommes pas responsables. Il est tout à fait normal, par exemple, d'avoir une pensée violente envers une personne qui nous coupe la route dans le trafic, ou de ressentir une attirance sexuelle envers quelqu'un, alors même qu'on est déjà en couple. Notre mérite ne vient pas du fait qu'on n'est jamais soumis à ce genre de tentation, mais justement du fait qu'on y résiste. Et pourtant, il existe des gens qui se rendent véritablement fous à se reprocher ce qui se passe dans leur tête, alors qu'ils n'y sont pour rien, et que leurs actions sont irréprochables. Vous avez aimé les principes moraux qualifiant nos pensées de bonnes ou mauvaises, vous aimerez les principes moraux qualifiant les personnes de bonnes ou mauvaises. Bon déjà, on va tout de suite virer l'idée qu'il existe des individus intrinsèquement bons ou mauvais. Des gens lâches, courtois, criminels, aimables, stupides, honnêtes, autant que vous voulez. Mais pas des gens bons ou mauvais. On n'est pas dans Donjons et Dragons. Mais non, Donjons et Dragons, le jeu de rôle sur table, pas le navet. Et pourtant, certaines personnes se permettent de juger que d'autres sont bonnes ou mauvaises, en se basant sur des critères tout à fait arbitraires, comme leur respect de la loi, leur patriotisme, leur assiduité religieuse, voire plus perché. Tu laisses sur un ring personne mort comme Gaston. D'ailleurs souvent, si ces personnes s'appliquaient leurs propres critères, il en ressortirait qu'elles-mêmes sont merveilleuses. Quel heureux hasard! Ça, c'est un sacré coup de bol! Les principes moraux sont les plus nuisibles lorsqu'ils s'incrustent au point de devenir une partie intégrante de notre culture. Les individus sont alors très fortement découragés de les remettre en question. D'abord par leur éducation, au cours de laquelle ces principes leur sont présentés comme irréfutables, puis à travers nos arts et divertissements, qui les valident souvent du simple fait qu'ils sont défendus par les gentils dans leur combat contre les méchants. Bon, j'adore Star Wars, hein, mais là, on est supposé célébrer la victoire des gentils qui ont fait sauter l'étoile noire avec plus de 340 000 personnes à bord. Et enfin par conformisme, puisque contester ces principes revient à risquer d'être marginalisé, étiqueté mauvaise personne, persécuté ou encore rejeté de la société. On s'en rend bien compte notamment en ligne, où de nombreux individus se servent de principes moraux comme prétexte pour donner libre cours à leur haine, lors de véritables lynchages numériques envers ceux qui n'y adhèrent pas, ou juste qui font preuve d'un peu de nuance. Ainsi, nous sommes contraints à des prises de position inconditionnelles qu'il nous faut adopter aveuglément et quel que soit le contexte. Et c'est par ce processus désastreux que grandit le politiquement correct. Non seulement le politiquement correct nous impose de publiquement juger bonnes ou mauvaises certaines actions, pensées ou personnes, mais en plus, à cause de notre biais de simplification, il nous oblige à le faire en bloc, c'est-à-dire à juger soit tout bon, soit tout mauvais.
Or, collectivement, nous sommes très souvent confrontés à des problèmes complexes. Et du fait de notre compréhension trop superficielle, d'une, on risque d'y apporter des solutions inefficaces, contre-productives ou trop extrêmes. Beaucoup de projets écologiques, par exemple, ont eu à terme des impacts néfastes sur l'environnement alors qu'ils cherchaient à accomplir précisément l'inverse. De deux, on ne fait plus la différence entre ceux qui apportent de vraies solutions et ceux qui se contentent d'en parler ou d'agir n'importe comment juste pour bien se faire voir, comme de nombreux dirigeants, partis politiques ou entreprises qui, pour rester dans le thème de l'écologie, pratiquent le greenwashing à outrance, c'est-à-dire qu'ils s'autoproclament écolo par souci d'image alors qu'ils ont autant à voir avec l'écologie que moi avec la danse classique. Malheureusement, défendre des points de vue ne serait-ce qu'un tout petit peu détaillés, c'est déjà risqué d'être marginalisé. D'une part parce que ces points de vue étant plus complexes, ils demandent plus de temps et d'efforts à comprendre, et donc ils sont compris par moins de monde. D'autre part parce que ceux qui ne les comprennent pas préfèrent les résumer avec ceux qui les défendent, au moyen d'une simple étiquette, le plus souvent mauvaise. Prenez l'immigration par exemple, c'est un sujet extrêmement complexe qui ne peut pas être résumé à un simple point de vue, c'est bien ou c'est pas bien. Mais le simple fait de publiquement vouloir rentrer dans le détail peut valoir à ceux qui s'y risquent un jugement négatif. La conséquence de ça, c'est que pour ne pas être inquiété, on préfère ne pas aborder ces sujets qui deviennent ainsi des tabous. Or, ça empêche de parler de problèmes existants liés à ces tabous, et de leur trouver des solutions raisonnables. À la place, on préfère faire comme si ces problèmes n'existaient pas. Sauf qu'il y a des gens qui en souffrent de ces problèmes. Et ces gens-là deviennent un public privilégié pour de nombreux démagogues qui profitent de l'absence de solutions raisonnables pour se faire élire en proposant des solutions extrémistes, certes simples et faciles à comprendre, mais potentiellement catastrophiques. Et voilà précisément, ô ironie de l'histoire, comment le politiquement correct favorise très largement la montée d'extrémisme en tout genre, au lieu de le combattre. Les principes moraux influencent nos opinions, nos comportements et nos décisions. C'est pourquoi naturellement certains essaient de les contrôler, afin de servir leurs intérêts. Pour ces individus, les principes moraux sont un moyen de manipulation indirecte. Ainsi, les publicitaires en créent ou s'en servent pour attribuer des valeurs morales fictives aux produits qu'ils vendent, les politiciens démonisent des idées ou des catégories entières de population pour faciliter leur accession au pouvoir, et bien sûr ça a été le jeu de toutes les religions majeures pendant des siècles qui ont longtemps recouru à la violence pour asseoir leur domination. En réalité, nos principes moraux ont toujours été un enjeu de pouvoir, autour duquel se livre en permanence une guerre idéologique meurtrière. Et nous en payons le prix. Alors que cette guerre n'est pas combattue dans notre intérêt, mais dans celui de ceux qui les provoquent et qui espèrent en profiter. Les principes moraux, ainsi que les notions de bien et de mal dont ils découlent, sont cause de manipulation, de violence et surtout de souffrance au sein de notre société. Plutôt que de nous rassembler afin de progresser ensemble, ils nous opposent et nous poussent à nous entre-déchirer. Et ce, alors même que, je le rappelle, ils n'existent pas. C'est pourquoi je pense que nous devrions purement et simplement rejeter les principes moraux et même les notions de bien et de mal. Mais alors, comment devrions-nous décider nos actions ? Eh bien, plutôt que de les juger bonnes ou mauvaises, nous devrions réfléchir à leurs conséquences. On va choisir d'entreprendre les actions dont nous jugeons les conséquences désirables, et de ne pas entreprendre celles dont nous jugeons les conséquences indésirables. Cette approche s'appelle le conséquentialisme, et elle est l'inverse du principalisme. Reste à savoir maintenant comment déterminer si les conséquences prévues de nos actions sont désirables ou non. Et ça dépend du but que vous vous fixez dans la vie. Si, comme je l'ai proposé à l'épisode 19, vous vous fixez pour but d'être heureux, alors les conséquences de toutes vos actions devraient favoriser votre bonheur. Les conséquences désirables sont alors celles qui y contribuent, et les indésirables, celles qui y contreviennent. Alors bien sûr, ça mettra sans doute pas fin à tous nos conflits, puisque nous aurons toujours des objectifs différents les uns des autres, et souvent incompatibles. Mais nos conflits auront beaucoup plus de chances de trouver une résolution intelligente et pacifique par la réflexion commune, que si chacun campe sur son point de vue en vertu de principes moraux purement tautologiques. Beaucoup de gens pensent que sans bien ni mal, les humains n'agiraient qu'égoïstement, ce qui les empêcherait de vivre ensemble. Ou, pour le dire autrement, que les notions de bien et de mal rendent les humains altruistes, et permettent donc la vie en société. Or, ce n'est absolument pas le cas. D'abord, le bien et le mal n'empêchent pas les humains d'agir de manière hypocrite ou égoïste, en particulier lorsqu'ils considèrent, comme on l'a vu, que leurs actions ou leurs intérêts à eux sont toujours bons. Ensuite, l'absence de bien et de mal n'empêche pas d'être altruiste. Dans le chapitre sur la bienveillance, j'ai expliqué pourquoi en veillant au bonheur des autres on contribuait à son propre bonheur, et ce sans jamais avoir recours aux notions de bien et de mal, mais surtout que les humains soient altruistes ou égoïstes n'a que peu d'importance. Les termes de leur coexistence ne sont pas établis par leur bon vouloir, heureusement d'ailleurs, mais par la loi. Et juste pour clarifier, la loi ne constitue ni le bien, ni la morale. Elle n'est qu'un accord établi entre les humains d'une société, visant à permettre qu'ils vivent ensemble et tirent avantage de leur collaboration. D'ailleurs, les lois les plus efficaces sont celles qui parviennent à aligner nos intérêts personnels avec les intérêts de la société. Mais ça, on va y revenir quand on abordera le chapitre sur la justice dans quelques épisodes.
Le conséquentialisme nous amène parfois à contredire des principes moraux bien établis. Par exemple, certains individus voient dans la loi un principe moral et s'interdisent de l'enfreindre. Le conséquentialiste, quant à lui, voit la loi davantage comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un contrat passé entre la société et lui, qu'il s'autorise éventuellement à transgresser si le gain qu'il espère en le faisant vaut la peine par rapport au risque de sanction auquel il s'expose. Et je vous laisse juger de quelle approche est la plus adaptée, si par exemple quelqu'un est en train de mourir de l'autre côté d'un passage piéton, alors que le feu est rouge pour vous. Bon bah si la voie est libre, vous allez pas attendre bêtement que le feu passe au vert pour aller le secourir. Et qu'est-ce que t'entends pour y aller? Y a pas de passage clouté. Dieu nous protège. Le conséquentialisme a bien sûr ses limites. D'abord, pour évaluer les conséquences de nos actions sans nous laisser influencer par les principes moraux dont on nous a bourré le crâne, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, de réflexion et de rigueur, c'est donc pas du tout la voie la plus facile, et ensuite tout simplement parce qu'on peut se tromper. Oups. Il est en effet impossible de prévoir indéfiniment les conséquences des conséquences des conséquences de nos actions. On n'est donc jamais à l'abri d'un effet papillon. Et puis même, nous devons souvent agir malgré le manque d'informations, il y a donc toujours un risque attaché à chacune de nos actions que nous devons estimer et assumer en pleine conscience si nous décidons d'agir. Cela dit, je pense qu'il vaut mieux se tromper et apprendre de nos erreurs que de considérer que parce qu'on a aveuglément suivi un principe moral, alors on n'a rien à se reprocher ni à apprendre des conséquences de nos actions. Enfin, un dernier écueil du conséquentialisme est qu'il est vulnérable à la mauvaise foi. Puisque nos actions ne sont plus justifiées par des principes, mais par notre raisonnement, alors nous devons nous assurer que notre raisonnement est impartial. Or, souvent, on n'aime pas admettre nos erreurs. Et notre biais de préférence nous pousse parfois à tordre notre raisonnement pour nous trouver toutes sortes de fausses justifications. Les explications du genre « j'obéis aux ordres, j'ai pas le choix » ou « de toute façon tout le monde fait pareil » ne doivent pas nous satisfaire. Il faut rester vigilant et nous juger honnêtement, avec humilité, rigueur et discipline. Sans quoi le conséquentialisme ne vaudra pas mieux que le principalisme. Voilà, on va s'arrêter là, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous l'aurez remarqué, c'est un double épisode que je n'ai pas pu me résoudre à couper en deux. C'est ce qui a pas mal retardé sa publication et je vous prie de m'en excuser. Je me rends bien compte que de réfuter entièrement les notions de bien et de mal, c'est un point de vue qui est pas intuitif. C'est pourquoi je serais très curieux de lire vos commentaires à ce sujet, donc surtout n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.